Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit sur D8. Ce soir, un roman plein de passion et plein d'amour, le roman de Marguerite Gauthier, La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Dans les épisodes précédents, le narrateur rencontre un jeune homme fou amoureux de cette femme entretenue qui s'appelle Marguerite Gauthier. Et ce jeune homme décide de lui raconter son histoire, sa première rencontre avec Marguerite Gauthier. Je n'osais pas lui demander l'adresse, et je m'éloignai. Le souvenir de cette vision, car c'en était bien une véritable, ne me sortit pas de l'esprit comme bien des visions que j'avais eues déjà. Et je cherchais partout cette femme blanche, si royalement belle. À quelques jours de là, une grande représentation eut lieu à l'Opéra Comique. J'y allai. La première personne que j'aperçus dans une loge d'avant-scène de la galerie fut Marguerite Gauthier. Le jeune homme avec qui j'étais la reconnut aussi, car il me dit en me la nommant « Voyez donc cette jolie fille !» En ce moment, Marguerite lorgnait de notre côté. Elle aperçut mon ami, lui sourit et lui fit signe de venir lui faire visite. « Je vais lui dire bonsoir, me dit-il, et je reviens dans un instant. » Je ne pus m'empêcher de lui dire « Vous êtes bien heureux ?» »« De quoi ?»« D'aller voir cette femme. » »« Est-ce que vous en êtes amoureux ?»« Non, dis-je en rougissant, car je ne savais vraiment pas à quoi m'en tenir là-dessus. Mais je voudrais bien la connaître. Bah, venez avec moi, je vous présenterai. Demandez-lui d'abord la permission. Ah, pardieu, il n'y a pas besoin de se gêner avec elle. Venez. Ce qu'il disait là me faisait de la peine. Je tremblais d'acquérir la certitude que Marguerite ne méritait pas ce que j'éprouvais pour elle. Il y a dans un livre d'Alphonse Karr, intitulé « Am Rauschen », un homme qui suit le soir une femme très élégante et dont, à la première vue, il est devenu amoureux, tant elle est belle. Pour baiser la main de cette femme, il se sent la force de tout entreprendre, la volonté de tout conquérir, le courage de tout faire. À peine s'il ose regarder le bas de jambes coquet qu'elle dévoile pour ne pas souiller sa robe au contact de la terre. Pendant qu'il rêve à tout ce qu'il ferait pour posséder cette femme, il l'arrête au coin d'une rue et lui demande s'il veut monter chez elle. Il détourne la tête, traverse la rue et rentre tout triste chez lui. Je me rappelais cette étude et moi qui aurais voulu souffrir pour cette femme, je craignais qu'elle ne m'acceptât trop vite et ne me donnât trop promptement un amour que j'eusse voulu payer d'une longue attente ou d'un grand sacrifice. Nous sommes ainsi, nous autres, hommes. Et il est bien heureux que l'imagination laisse cette poésie au sens et que les désirs du corps fassent cette concession aux rêves de l'âme. Enfin, on m'eût dit « Vous aurez cette femme ce soir ou vous serez tué demain ». J'eusse accepté. On m'eût dit « Donnez 10 louis et vous serez son amant », j'eusse refusé et pleuré comme un enfant qui voit s'évanouir au réveil le château entrevu la nuit. Cependant, je voulais la connaître. C'était un moyen, et même le seul, de savoir à quoi m'en tenir sur son compte. Je dis donc à mon amie que je tenais à ce qu'elle lui accordât la permission de me présenter. Et je rôdais dans les corridors, me figurant qu'à partir de ce moment, elle allait me voir, et que je saurais quelle contenance prendre sous son regard. Je tâchais de lier à l'avance les paroles que j'allais lui dire. Quel sublime enfantillage que l'amour. Un instant après, mon ami redescendit. « Elle nous attend, me dit-il. »« Est-elle seule ?» demandai-je. « Avec une autre femme. Il n'y a pas d'homme ?»« Non. Allons. » Mon ami se dirigea vers la porte du théâtre. « Eh bien, ce n'est pas par là, lui dis-je. Nous allons chercher des bonbons. » Elle m'en a demandé. Nous entrâmes chez un confiseur de passage de l'opéra. J'aurais voulu acheter toute la boutique, et je regardais même de quoi l'on pouvait composer le sac, quand mon ami demanda « Une livre de raisins glacés. » Savez-vous si elle les aime? Elle ne mange jamais d'autres bonbons. C'est connu. « Ah, continua-t-il quand nous fûmes sortis, savez-vous à quelle femme je vous présente? Ne vous figurez pas que c'est une duchesse. C'est tout simplement une femme entretenue. Tout ce qu'il y a de plus entretenu, mon cher. Ne vous gênez donc pas et dites tout ce qui vous passera par la tête. Bien, bien.
balbutiai-je et je le suivis en me disant que j'allais me guérir de ma passion. Quand j'entrai dans la loge, Marguerite riait aux éclats. J'aurais voulu qu'elle fût triste. Mon ami me présenta. Marguerite me fit une légère inclination de tête et dit « Et mes bonbons ?» Les voici. En les prenant, elle me regarda. Je baissai les yeux, je rougis. Elle se pencha à l'oreille de sa voisine, lui dit quelques mots tout bas, et toutes deux éclatèrent de rire. Bien certainement, j'étais la cause de cette hilarité. Mon embarras en redoubla. À cette époque, j'avais pour maîtresse une petite bourgeoise fort tendre et fort sentimentale, dont le sentiment et les lettres mélancoliques me faisaient rire. Je compris le mal que j'avais dû lui faire par celui que j'éprouvais. Et pendant 5 minutes, je l'aimais comme jamais on aima une femme. Marguerite mangeait ses raisins sans plus s'occuper de moi. Mon introducteur ne voulut pas me laisser dans cette position ridicule. « Marguerite, fit-il, il ne faut pas vous étonner si M. Duval ne vous dit rien. Vous le bouleversez tellement qu'il ne trouve pas un mot. » Je crois plutôt que monsieur vous a accompagné ici parce que cela vous ennuyait d'y venir seul. Si cela était vrai, dis-je à mon tour, je n'aurais pas prié Ernest de vous demander la permission de me présenter. C'était peut-être qu'un moyen de retarder le moment fatal. Pour peu que l'on ait vécu avec les filles du genre de Marguerite, on sait le plaisir qu'elles prennent à faire de l'esprit à faux et à taquiner les gens qu'elles voient pour la première fois. C'est sans doute une revanche des humiliations qu'elles sont souvent forcées de subir de la part de ceux qu'elles voient tous les jours. Aussi faut-il pour leur répondre une certaine habitude de leur monde, habitude que je n'avais pas. Puis l'idée que je m'étais faite de Marguerite m'exagéra sa plaisanterie. Rien ne m'était indifférent de la part de cette femme. Aussi, je me levai en lui disant avec une altération de voix qu'il me fut impossible de cacher complètement. « Si c'est cela que vous pensez de moi, madame, il ne me reste plus qu'à vous demander pardon de mon indiscrétion et à prendre congé de vous en vous assurant qu'elle ne se renouvellera pas. » Là-dessus, je saluai et je sortis. À peine eus-je fermé la porte que j'entendis un 3e éclat de rire. J'aurais bien voulu que quelqu'un me coudoyât en ce moment. Je retournai à ma stalle. On frappa le lever de la toile. Ernest revint auprès de moi. « Oh, mais comme vous y allez !» me dit-il en s'asseyant. « Elle vous croit fou !» Qu'a dit Marguerite quand je suis partie? Elle a ri. Elle m'a assuré qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi drôle que vous. Mais il ne faut pas vous tenir pour battu. Seulement, ne faites pas à ces filles-là l'honneur de les prendre au sérieux. Elles ne savent pas ce que c'est que l'élégance et la politesse. C'est comme les chiens auxquels on met des parfums. Ils trouvent cela sans mauvais. Ils vont se rouler dans le ruisseau. Après tout, que m'importe, dis-je en essayant de prendre un ton dégagé. Je ne reverrai jamais cette femme. Et si elle me plaisait avant que je la connusse, c'est bien changé maintenant que je la connais. Bah, je ne désespère pas de vous voir un jour dans le fond de sa loge. Et d'entendre dire que vous vous ruinez pour elle. Du reste, vous aurez raison. Elle est mal élevée, mais c'est une jolie maîtresse à avoir. Heureusement, on leva le rideau, et mon ami se tut. Faut dire, ce que l'on jouait me serait impossible. Tout ce que je me rappelle, c'est que de temps en temps, je levais les yeux sur la loge que j'avais si brusquement quittée, et que des figures de visiteurs nouveaux s'y succédaient, à chaque instant. Cependant, j'étais loin de ne plus penser à Marguerite. Un autre sentiment s'emparait de moi et il me semblait que j'avais son insulte et mon ridicule à faire oublier. Je me disais que dussé-je y dépenser ce que je possédais, j'aurais cette fille et prendrais de droit la place que j'avais abandonnée si vite. Avant que le spectacle fût terminé, Marguerite et son amie quittèrent la loge. Malgré moi, je quittai ma stalle. « Vous en allez ?» me dit Ernest. « Oui. Mais pourquoi ?» En ce moment, il s'aperçut que la loge était vide. « Allez, allez, dit-il. Et bonne chance. Ah, ou plutôt, meilleure chance. » Je sortis. J'entendis dans l'escalier des frôlements de robes et des bruits sans voix. Je me mis à l'écart et je vis passer sans être vues les 2 femmes ou les 2 jeunes gens qui les accompagnaient. Sous le péristyle du théâtre se présenta à elle un petit domestique. « Va dire au cocher d'attendre à la porte du café anglais, dit Marguerite. Nous irons à pied jusque-là. »
Quelques minutes après, en rôdant sur le boulevard, je vis à une fenêtre d'un des grands cabinets du restaurant, Marguerite, appuyée sur le balcon, effeuillant un à un les camélias de son bouquet. Un des deux hommes était penché sur son épaule et lui parlait tout bas. J'allais m'installer à la Maison d'Or, dans les salons du premier étage, et je ne perdis pas de vue la fenêtre en question. À 1h du matin, Marguerite remontait dans sa voiture avec ses 3 amis. Je pris un cabriolet et je la suivis. La voiture s'arrêta rue d'Antin, numéro 9. Marguerite en descendit et entra seule chez elle. C'était sans doute un hasard, mais ce hasard me rendit bien heureux. À partir de ce jour, je rencontrais souvent Marguerite au spectacle aux Champs-Élysées. Toujours même gaieté chez elle, toujours même émotion chez moi. 15 jours se passèrent cependant sans que je la revisse nulle part. Je me trouvais avec Gaston, à qui je demandais des nouvelles. « Oh, la pauvre fille est bien malade, » me répondit-il. « Qu'a-t-elle donc ? Voilà, qu'elle est poitrinaire et que comme elle a fait une vie qui n'est pas destinée à la guérir, elle est dans son lit et elle se meurt. » Le cœur est étrange. Je fus presque content de cette maladie. J'allais tous les jours savoir des nouvelles de la malade, sans cependant m'inscrire ni laisser ma carte. J'appris ainsi sa convalescence et son départ pour Bagnères. Puis le temps s'écoula. L'impression, sinon le souvenir, parut s'effacer peu à peu de mon esprit. Je voyageais. Des liaisons, des habitudes, des travaux prirent la place de cette pensée, et lorsque je songeais à cette première aventure, je ne voulais voir ici qu'une de ces passions comme on en a lorsqu'on est tout jeune, et dont on rit peu de temps après. Du reste, il n'y aurait pas eu de mérite à triompher de ce souvenir, car j'avais perdu Marguerite de vue depuis son départ. Et comme je vous l'ai dit, quand elle passa près de moi dans le corridor des variétés, je ne la reconnus pas. Elle était voilée, il est vrai, mais si voilée qu'elle eût été 2 ans plus tôt, je n'aurais pas eu besoin de la voir pour la reconnaître, je l'aurais devinée. Ce qui n'empêcha pas mon cœur de battre quand je sus que c'était elle. Et les 2 années passées sans la voir, et les résultats que cette séparation avait paru amener s'évanouir dans la même fumée, au seul toucher de sa robe. Chapitre 8. Cependant, continua Armand, après une pause, tout en comprenant que j'étais encore amoureux, je ne sentais plus fort qu'autrefois, et dans mon désir de me retrouver avec Marguerite, il y avait aussi la volonté de lui faire voir que je lui étais devenu supérieur. Que de routes prend et que de raisons se donne le cœur pour en arriver à ce qu'il veut. Aussi, je ne pus rester longtemps dans les corridors et je retournai prendre ma place à l'orchestre en jetant un coup d'œil rapide dans la salle pour voir dans quelle loge elle était. Elle était dans l'avant-scène du rez-de-chaussée et toute seule. Elle était changée, comme je vous l'ai dit. Je ne retrouvais plus sur sa bouche son sourire indifférent. Elle avait souffert. Elle souffrait encore. Quoiqu'on fût déjà en avril, elle était encore vêtue comme en hiver et toute couverte de velours. Je la regardais si obstinément que mon regard attira le sien. Elle me considéra quelques minutes, prit sa lorgnette pour me voir et crut sans doute me reconnaître sans pouvoir positivement dire qui j'étais, car lorsqu'elle reposa sa lorgnette, un sourire, ce charmant salut des femmes, erra sur ses lèvres pour répondre au salut qu'elle avait l'air d'attendre de moi. Mais je n'y répondis point, comme pour prendre barre sur elle et paraître avoir oublié qu'elle se souvenait. Elle crut s'être trompée et détourna la tête. On leva le rideau. J'avais bien des fois vu Marguerite au spectacle. Je ne l'avais jamais vue prêter la moindre attention à ce qu'on jouait. Quant à moi, le spectacle m'intéressait aussi fort peu, et je ne m'occupais que d'elle, mais en faisant tous mes efforts pour qu'elle ne s'en aperçût pas. Je la vis ainsi, échanger des regards, avec la personne occupant la loge en face de la sienne. Je portai mes yeux sur cette loge, et je reconnus dedans une femme, avec qui j'étais assez familier. Cette femme était une ancienne femme entretenue qui avait essayé d'entrer au théâtre et qui n'y avait pas réussi, et qui, comptant sur ses relations avec les élégantes de Paris, s'était mise dans le commerce et avait pris un magasin de mode. Je vis en elle un moyen de me rencontrer avec Marguerite, et je profitai d'un moment où elle regardait de mon côté pour lui dire bonsoir de la main et des yeux. Ce que j'avais prévu arriva, elle m'appela dans sa loge. Prudence Duvernoy. C'était le renom de la modiste. Était une de ces grosses femmes de 40 ans avec lesquelles il n'y a pas besoin d'une grande diplomatie pour leur faire dire ce que l'on veut savoir, surtout quand
quand ce que l'on veut savoir est aussi simple que ce que j'avais à lui demander. Je profitais d'un moment où elle recommençait ses correspondances avec Marguerite pour lui dire « Qui regardez-vous ainsi ?»« Marguerite Gauthier. »« Ah, vous la connaissez ?»« Oui, je suis sa modiste, elle est ma voisine. »« Ah, vous demeurez donc rue d'Antin, numéro 7. La fenêtre de son cabinet de toilette donne sur la fenêtre du mien. » On dit que c'est une charmante fille. Mais vous ne la connaissez pas ? Non, mais je voudrais bien la connaître. Voulez-vous que je lui dise de venir dans notre loge ? Non, non, j'aime mieux que vous me présentiez à elle. Chez elle ? Oui. C'est plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'elle est protégée par un vieux duc, très jaloux. Protégée ? C'est charmant. Oui, protégée, reprit Prudence. Le pauvre vieux, il serait bien embarrassé d'être son amant. Prudence me raconta alors comment Marguerite avait fait connaissance du duc à Bagnères. C'est pour cela, continuai-je, qu'elle est seule ici. Justement. Mais qui la conduira ? Lui ? Il va donc venir la prendre dans un instant. Et vous, qui vous reconduit ? Personne. Je m'offre. Mais vous êtes avec un ami, je crois. Nous nous offrons alors. Et qu'est-ce que c'est que votre ami ? Oh, c'est un charmant garçon, fort spirituel et qui sera enchanté de faire votre connaissance. Eh bien, c'est convenu. Nous partirons tous les 4 après cette pièce, car je connais les dernières. Volontiers. Je vais prévenir mon ami. Allez. Ah, me dit Prudence au moment où j'allais sortir. Voilà le duc qui entre dans la loge de Marguerite. Je regardais. Un homme de 70 ans, en effet, venait de s'asseoir derrière la jeune femme et lui remettait un sac de bonbons dans lequel elle puisa aussitôt en souriant. Puis, elle l'avança sur le devant de sa loge en faisant à Prudence un signe qui pouvait se traduire par « En voulez-vous » ?« Non !» fit Prudence. Marguerite reprit le sac et, se retournant, se mit à causer avec le duc. Le récit de tous ces détails ressemble à de l'enfantillage, mais tout ce qui avait rapport à cette fille est si présent à ma mémoire que je ne puis m'empêcher de le rappeler aujourd'hui. Je descendis prévenir Gaston de ce que je venais d'arranger pour lui et pour moi. Il accepta. Nous quittâmes nos stalles pour monter dans la loge de Madame Duvernoy. À peine avions-nous ouvert la porte des orchestres que nous fûmes forcés de nous arrêter pour laisser passer Marguerite et le duc qui s'en allait. J'aurais donné 10 ans de ma vie pour être à la place de ce vieux bonhomme. Arrivé sur le boulevard, il lui fit prendre place dans un phaéton qui conduisait lui-même, et ils disparurent, emportés au trot de 2 superbes chevaux. Nous entrâmes dans la loge de Prudence. Quand la pièce fut finie, nous descendîmes prendre un simple fiacre qui nous conduisit rue d'Antin, numéro 7. À la porte de sa maison, Prudence nous offrit de monter chez elle pour nous faire voir ses magasins que nous ne connaissions pas et dont elle paraissait être très fière. Vous jugez avec quel empressement j'acceptai. Il me semblait que je m'approchais peu à peu de Marguerite. J'eus bientôt fait retomber la conversation sur elle. « Le vieux duc est chez votre voisine ?» dis-je à Prudence. « Non pas, elle doit être seule. »« Mais elle va s'ennuyer horriblement, » dit Gaston. « Oh, mais nous passons presque toutes nos soirées ensemble. Ou lorsqu'elle rentre, elle m'appelle. Elle ne se couche jamais avant 2 heures du matin. Elle ne peut pas dormir plus tôt. Pourquoi ? Parce qu'elle est malade. Elle est malade de la poitrine et qu'elle a presque toujours la fièvre. »« Elle n'a pas d'amant ?» demandai-je. Je ne vois jamais personne rester quand je m'en vais, mais je ne réponds pas qu'il ne vient personne quand je suis partie. Souvent, je rencontre chez elle le soir un certain comte de N qui croit avancer ses affaires en faisant ses visites à 11 heures, en lui envoyant des bijoux tant qu'elle veut. Mais elle ne peut pas le voir en peinture. Elle a tort, c'est un garçon très riche. J'ai beau lui dire de temps en temps « Ma chère enfant, c'est l'homme qu'il vous faut ». Et elle qui m'écoute assez ordinairement, elle me tourne le dos et elle me répond qu'il est trop bête. Ah, qu'il soit bête, j'en conviens. Mais ce serait pour elle une position, tandis que ce vieux duc, il peut mourir d'un jour à l'autre. Les vieillards sont égoïstes. Sa famille lui reproche sans cesse son affection pour Marguerite. Voilà 2 raisons pour qu'il ne lui laisse rien. Je lui fais de la morale, à laquelle elle répond qu'il sera toujours temps de prendre le compte à la mort du duc. Ah, c'est pas toujours très drôle, hein, continua Prudence, de vivre comme elle vit. Je sais bien, moi, que cela ne m'irait pas et que j'enverrai bien vite promener le bonhomme. Il est insipide, ce vieux. Il l'appelle sa fille. Il a soin d'elle comme d'un enfant. Il est toujours sur son dos. Je suis sûre qu'à cette heure, un de ses domestiques rôde dans la rue pour voir qui sort. Ah, et surtout qui entre.
Ah, cette pauvre Marguerite, dit Gaston en se mettant au piano et en jouant une valse. Je ne savais pas cela, moi. Cependant, je lui trouvais l'air moins gai depuis quelque temps. Chut, dit Prudence en prêtant l'oreille. Gaston s'arrêta. Elle m'appelle, je crois. Nous écoutâmes. En effet, une voix appelait Prudence. Allons, monsieur, allez, messieurs, allez-vous-en, nous dit Madame Duvernoy. Ah, c'est comme cela que vous entendez l'hospitalité, dit Gaston en riant. Nous nous en irons quand bon nous semblera. Et pourquoi nous en irions-nous? Je vais chez Marguerite. Mais nous attendrons ici. Mais cela ne se peut pas. Alors nous irons avec vous. Mais encore moins. Je connais Marguerite, moi, fit Gaston. Je peux bien aller lui faire une visite. Mais Armand ne la connaît pas. Je le présenterai. Mais c'est impossible. Nous entendîmes de nouveau la voix de Marguerite appelant toujours Prudence. Celle-ci courut à son cabinet de toilette. Je l'y suivis avec Gaston. Elle ouvrit la fenêtre. Nous nous cachâmes de façon à ne pas être vus de dehors. « Il y a 10 minutes que je vous appelle, » dit Marguerite de sa fenêtre, et d'un ton presque impétueux. « Mais que me voulez-vous? Je veux que vous veniez tout de suite. Mais pourquoi? Parce que le comte de N est encore là et qu'il m'ennuie à périr. Mais je ne peux pas maintenant. Et qui vous en empêche? J'ai chez moi 2 jeunes gens qui ne veulent pas s'en aller. Dites-leur qu'il faut que vous sortiez. Mais je le leur ai dit. Eh bien, laissez-les chez vous. Quand ils vous verront sortis, ils s'en iront. Après avoir mis tous en dessus-dessous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous voir. Comment se nomme-t-il? Et vous en connaissez un, Monsieur Gaston R. Ah, mais oui, je le connais. Et l'autre? Monsieur Armand Duval. Vous ne le connaissez pas? Non? Mais amenez-les. Amenez-les toujours. J'aime mieux tout que le comte. Je vous attends. Venez vite. Marguerite referma sa fenêtre. Prudence, la sienne. Marguerite, qui s'était un instant rappelé mon visage, ne se rappelait pas mon nom. J'aurais mieux aimé un souvenir à mon désavantage que cet oubli. Je savais bien, dit Gaston, qu'elle serait enchantée de nous voir. Oh, enchantée, hein, n'est pas le mot, répondit Prudence en mettant son châle et son chapeau. Elle vous reçoit pour faire plaisir et faire partir le comte, surtout. Tâchez d'être plus aimable que lui. Ou, je connais Marguerite, elle se brouillera avec moi. Nous suivîmes Prudence, qui descendait. Je tremblais. Il me semblait que cette visite allait avoir une grande influence sur ma vie. J'étais encore plus émue que le soir de ma présentation dans la loge de l'Opéra-Comique. En arrivant à la porte de l'appartement que vous connaissez, le cœur me battait si fort que la pensée m'échappait. Quelques accords de piano arrivaient jusqu'à nous. Prudence sonna. Le piano se tut. Une femme, qui avait plutôt l'air d'une dame de compagnie que d'une femme de chambre, vint nous ouvrir. Nous passâmes dans le salon, du salon dans le boudoir, qui était à cette époque ce que vous l'avez vu depuis. Un jeune homme était appuyé contre la cheminée. Marguerite, assise devant son piano, laissait courir ses doigts sur les touches et commençait des morceaux qu'elle n'achevait pas. L'aspect de cette scène était l'ennui, résultant pour l'homme de l'embarras de sa nullité, pour la femme de la visite de ce lugubre personnage. À la voix de Prudence, Marguerite se leva et venant à nous après avoir échangé un regard de remerciement à Madame Duvernoy, elle nous dit « Entrez, messieurs, et soyez les bienvenus. » Chapitre 9. « Bonsoir, mon cher Gaston, dit Marguerite à mon compagnon. Je suis bien aise de vous voir. Pourquoi n'êtes-vous pas entré dans ma loge aux variétés? Je craignais d'être indiscret. Oh, les amis! Et Marguerite appuya sur ce mot comme si elle eût voulu faire en comprendre à ceux qui étaient là que malgré la façon familière dont elle l'accueillait, Gaston n'était et n'avait toujours été qu'un ami. Les amis ne sont jamais indiscrets. Alors, vous me permettez de vous présenter Monsieur Armand Duval? Mais j'avais déjà autorisé Prudence à le faire. Du reste, madame, dis-je alors en m'inclinant et en parvenant à rendre des sons à peu près intelligibles, j'ai déjà eu l'honneur de vous être présenté. L'œil charmant de Marguerite sembla chercher dans son souvenir, mais elle ne se souvint point, ou parut ne point se souvenir. Madame, repris-je alors, je vous suis reconnaissant d'avoir oublié cette première présentation, car j'y fus
très ridicule et dû vous paraître très ennuyeux. C'était il y a 2 ans, à l'Opéra Comique. J'étais avec Ernest de... Ah, je me rappelle, reprit Marguerite avec un sourire. Ce n'est pas vous qui étiez ridicule, c'est moi qui étais taquine. Mais comme je le suis encore un peu, mais moins cependant. Oh, vous m'avez pardonné, monsieur. Et elle me tendit sa main que je baisai. C'est vrai, reprit-elle. Figurez-vous que j'ai la mauvaise habitude de vouloir embarrasser les gens que je vois pour la première fois. C'est très sot. Mon médecin dit que c'est parce que je suis nerveuse et toujours souffrante. Croyez mon médecin. Mais vous paraissez très bien portante. Oh, oui, j'ai été bien malade, je le sais. Qui vous l'a dit? Tout le monde le savait. Je suis venue souvent savoir de vos nouvelles et j'ai appris avec plaisir votre convalescence. On ne m'a jamais remis votre carte. Je ne l'ai jamais laissée. Serait-ce vous, ce jeune homme qui venait tous les jours s'informer de moi pendant ma maladie et qui n'a jamais voulu dire son nom? C'est moi. Alors vous êtes plus qu'indulgent? Vous êtes généreux? Ce n'est pas vous, comte, qui aurez fait cela, ajouta-t-elle en se tournant vers monsieur de N. Et après avoir jeté sur moi un de ces regards par lesquels les femmes complètent leur opinion sur un homme. « Je ne vous connais que depuis 2 mois, répliqua le comte. Et monsieur, qui ne me connaît que depuis 5 minutes. Vous répondez toujours des niaiseries. Les femmes sont impitoyables avec les gens qu'elles n'aiment pas. » Le comte rougit et se mordit les lèvres. J'eus pitié de lui car il paraissait être amoureux, comme moi. Et la dure franchise de Marguerite devait le rendre bien malheureux, surtout en présence de 2 étrangers. « Vous faisiez de la musique quand nous sommes entrés, dis-je alors pour changer la conversation. Ne me ferez-vous pas le plaisir de me traiter en vieille connaissance et ne continuerez-vous pas ?» Ah, fit-elle en se jetant sur le canapé et en faisant signe de nous y asseoir. Gaston sait bien quel genre de musique je fais. C'est bon quand je suis seule avec le comte, mais je ne voudrais pas vous faire endurer pareil supplice. Vous avez cette préférence pour moi, répliqua monsieur de N avec un sourire qu'il essaya de rendre fin et ironique. Vous avez tort de me le reprocher, c'est la seule. Il était décidé que ce pauvre garçon ne dirait pas un mot. Il jeta sur la jeune femme un regard vraiment suppliant. « Dites donc, Prudence, continua-t-elle, avez-vous fait ce que je vous avais prié de faire? »« Oui, c'est bien. Vous me contenterez ça plus tard. Nous avons à causer. Vous ne vous en irez pas sans que je vous parle. »« Nous sommes sans doute indiscrets, dis-je. Alors, et maintenant que nous avons, ou plutôt que j'ai obtenu, une seconde présentation pour faire oublier la première, nous allons nous retirer, Gaston et moi. »« Mais pas le moins du monde. C'est pas pour vous que je dis cela. Je veux au contraire que vous restiez. » Le comte tira une montre fort élégante à laquelle il regarda l'heure. « Il est temps que j'aille au club, dit-il. » Marguerite ne répondit rien. Le comte quitta alors la cheminée et venant à elle. « Adieu, madame. » Marguerite se leva. « Adieu, mon cher comte. Vous vous en allez déjà? »« Oui, je crains de vous ennuyer. »« Vous ne m'ennuyez pas plus aujourd'hui que les autres jours. Quand vous verra-t-on? »« Quand vous le permettrez. »« Adieu alors. » C'était cruel, vous l'avouerez. Le comte avait heureusement une fort bonne éducation et un excellent caractère. Il se contenta de baiser la main que Marguerite lui tendait assez nonchalamment et de sortir après nous avoir salués. Au moment où il franchissait la porte, il regarda Prudence. Celle-ci leva les épaules d'un air qui signifiait « Que voulez-vous, j'ai fait tout ce que j'ai pu. »« Nanine !» cria Marguerite. « Éclaire, monsieur le comte !» Nous entendîmes ouvrir et fermer la porte. « Enfin !» s'écria Marguerite en repassant. « Le voilà parti. Ce garçon-là me porte horriblement sur les nerfs. »« Ma chère enfant, dit Prudence, vous êtes vraiment trop méchante avec lui. Lui qui est si bon et si prévenant pour vous. Voilà encore sur votre cheminée une montre qu'il vous a donnée et qui lui a coûté au moins 1000 écus. J'en suis sûre. » Et Madame du Vernois, qui s'était approchée de la cheminée, jouait avec le bijou dont elle parlait et jetait dessus des regards de convoitise. « Ma chère, dit Marguerite en s'asseyant à son piano, quand je pèse d'un côté ce qu'il me donne et de l'autre ce qu'il me dit, je trouve que je lui passe ses visites bon marché. » La suite dans un prochain numéro
de Voyage au bout de la nuit sur D8. C'était un chapitre de La Dame aux camélias. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.